Valérie Plante, pendant sa campagne électorale, a martelé qu'il n'allait pas augmenter les impôts fonciers au-delà du niveau de l'inflation. Plus de bienvenue, moins de taxes. Plus de bienvenue, moins de taxes. Et la deuxième chose qu'elle disait, c'est qu'elle allait faire de la politique autrement. Puis là, tous les progressistes de Montréal sont comme « Oh my God, une femme! Enfin! Première mairesse de Montréal! Je vote! Ville! » Puis en attendant que l'histoire se répète, elle dit même être l'homme de la situation. Et je la cite. L'homme de la situation, c'est une personne en qui l'on a confiance, qui est capable de voir les problèmes et les régler. Et ça, je peux m'identifier à tous ces qualificatifs-là. Est-ce qu'on va être en mesure de prouver que les politiciennes valent mieux que les politiciens? Ça part mal. Ça a l'air qu'elle a oublié de lire les petites notes de bas de page dans son contrat de politicien. Est-ce qu'elle savait que c'est dans la nature d'un politicien de briser ses promesses? Avec ses études en anthropologie, je pense qu'elle savait dans quoi elle s'embarquait. Ça a l'air qu'au final, elle n'est pas l'homme de la situation. Parce que dès son premier budget, elle brise sa promesse et elle augmente les taxes de 3,3 %. Est-ce qu'on peut avoir confiance en elle pour tenir ses promesses? Et la réponse est non. Assalamu alaikum. Le Canada est uni ce soir. Tous les paliers de gouvernement, tous les partis politiques confondus, nous sommes tous ici pour être témoins sur cette scène, de la scène devant nous, de gens qui sont sortis témoigner de notre solidarité, tous ensemble, en tant que Québécois, en tant que Canadiens. Les musulmans canadiens ont contribué à bâtir des communautés où on se sent chez nous. Ils sont propriétaires d'entreprises et créent des emplois. Ils enseignent dans nos écoles, ils s'occupent de nous lorsque nous sommes malades. Les musulmans canadiens sont des membres estimés de toutes les communautés et peu importe où ils vivent, ils méritent de se sentir bienvenus et en sécurité. Ils sont ici, chez eux. Des discriminations contre la communauté musulmane. On sait c'est qui? C'est les racistes, c'est l'autre. C'est les nonos qui se promènent avec des pattes de chien sur le t-shirt. Ni d'âme, ni de fruits. Apportez la bonne nouvelle aux patients. Et nous allons revenir à Allah. Eux, ils vont avoir le salut de leur Dieu et sa miséricorde. Vraies sont les paroles d'Allah Tout-Puissant. Dans les jours et semaines qui ont suivi la tragédie, les Canadiens se sont unis, forts de leurs différences, fiers de la diversité qui enrichit leur pays. Et aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est de réduire le nombre d'immigrants qu'on accueille au Québec, donc de passer de 50 000 à 40 000, parce que de toute évidence, on a un vrai problème d'intégration au Québec et on doit prendre une pause, même reculer et faire du travail, entre autres, pour mieux intégrer en emploi et à l'apprentissage du français les nouveaux arrivants. À aider donc les nouveaux arrivants à trouver un emploi. Et vous savez, quand on regarde le contexte au Québec, on reçoit beaucoup d'immigrants. Si on se compare, par exemple, aux États-Unis ou à la France, toute proportion gardée, on reçoit beaucoup plus d'immigrants ici au Québec qu'en France ou aux États-Unis. Puis je pense qu'on a dépassé notre capacité d'accueil, notre capacité d'accompagnement, entre autres, vers l'emploi. Me too. Time's up. The Women's March. These movements tell us that we need to have a critical discussion on women's rights
equality, and the power dynamics of gender. Not just because it's the right thing to do or the nice thing to do, but because it's the smart thing to do. Ladies and gentlemen, the hiring, promotion, and retention of women is something we can make happen today, right now. More women in leadership positions won't just grow our economy, create jobs, and strengthen our communities. It'll also lead to innovation and change in the workplace. Innovation and change that workers desperately need. Il faut faire attention parce que... Est-ce que je comprends que vous avez pensé à quitter après, à retourner au Maroc? Oui, moi j'ai pensé même de quitter le Québec. Définitivement, j'avais le choix entre le Maroc ou partir dans la partie anglophone parce que j'ai plein d'amis syriens qui sont venus pendant la vague des réfugiés. Il y avait 6 familles à côté de moi, toutes ils ont quitté parce qu'ils ont dit qu'ils sont plus capables de vivre ici à Québec. Et je trouvais ça malheureux parce que c'est des amis de mes enfants, on les aide à s'intégrer, à faire l'épicerie et tout. Mais vous savez ce qu'ils m'ont dit? Il a dit, on a vécu là-bas la guerre des bombes. On arrive ici, on vit une guerre psychologique que ça finit plus. Il y en a qui se font insulter dans l'autobus. Et vous savez ce qu'ils nous ont dit? Ce qu'ils ont appris leurs enfants, leur premier mot de français? Ils ont appris ça l'arabe, des terroristes. Dans le temps, si, par exemple, dans les années 60, si les gens sont contre les anglophones, mais après, ça a été les Italiens. Après, ça a été maintenant les Noirs. Et maintenant, il faut trouver un beau commissaire. Quant à leur demande d'une journée nationale contre l'islamophobie, c'est une mauvaise bonne idée et c'est une erreur de faire cette demande-là. Il y a une journée nationale le 15 janvier, puis je pense que c'est sur celle-là qu'on devrait tabler. Là. La journée nationale pour le vivre ensemble, ça veut tout dire, ça concerne tout le monde, puis selon moi, c'est la bonne solution. Alors, en ajouter à chaque fois pour des événements ou pour des communautés, je pense que c'est pas une bonne idée, d'autant plus que ici au Québec a été effacé et souvent approprié par les liens, que ce soit par la hypersexualisation ou encore par l'effacement des mouvements féministes. Pourquoi cherches-tu à me taire quand de femmes, de filles qui viennent nous voir pour dire « je suis plus capable », il y a un backlash constant, que ça soit dans les médias, que ça soit dans les... Quand une victime vous demande « est-ce que je devrais porter plainte », qu'est-ce que vous lui répondez? Oui? Dans une lettre ouverte qui a été publiée mardi dans le journal français Le Monde, une centaine de femmes, des Françaises, dont l'actrice Catherine Deneuve, se sont attaquées au mouvement « Moi aussi », en affirmant qu'il s'est transformé en campagne de délation. La lettre a fait le tour du monde, a eu l'effet d'une bombe. Aurélie Langto, je cite un extrait de la lettre qui a fait beaucoup réagir. « Le viol est un crime, mais la drague insistante ou maladroite n'est pas un délit, ni la galanterie une agression machiste. Qu'en pensez-vous? » Sincèrement, c'était comme une claque au visage parce que ce qu'on faisait sentir, finalement, c'est un sentiment de culpabilité d'avoir peut-être poussé la note un peu trop loin, alors que j'ai l'impression que cette fois-ci, ça s'est bien passé avec moi aussi. Et moi, ce que je peux dire comme femme qui a participé à moi aussi, c'est que j'ai trouvé que c'était peut-être violent un peu, certains passages, surtout quand on caricaturait les féministes, quand on disait, par exemple, qu'on accusait toutes les femmes qui n'avaient pas porté plainte d'être des viles complices du patriarcat. C'est pas ce qu'on a tenté de faire. Et on donne beaucoup d'importance à ces fausses accusations-là, mais peut-on aussi souligner le fait que seulement 5 % des victimes d'agressions sexuelles, 5 % seulement qui portent plainte à la police? Avec tout ce qu'on a entendu ces derniers temps, est-ce que les autres ne nous craindront pas? Alors, un regard, un mot, je vous touche, ça peut avoir une connotation pénalisante. Et mon inquiétude, moi, c'est dans 5 ans d'ici, dans 4 ans, mais les hommes en général, ils vont nous percevoir comment? Moi, mon feeling personnel, c'est que je crains qu'on tue le charme, qu'on tue le droit de rêver. Parce que je suis parfaitement
d'accord avec vous lorsque vous dites que dans la vie, on est tous des êtres sexués et qu'on est à la fois et tour à tour objet et sujet de désir. Et c'est extraordinaire. Le problème, dans le cas qui nous occupe, c'est que les femmes ne semblent pas avoir la liberté de choisir quand elles sont objets, quand elles sont sujets et quand elles n'ont pas envie d'être dans des rapports de séduction. Je pense que cette conception très toxique de la masculinité qui règne encore de façon presque hégémonique, hein, c'est-à-dire le gars qui est un boss, qui est dominant, qui ne doit pas faire preuve de faiblesse, parce que lorsqu'on est capable d'avoir un élan de compassion et de respect dans le désir vers l'autre, c'est aussi déconstruire la masculinité toxique qui mène à des abus de pouvoir, comme on a pu voir cet automne.